Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on part à New York pour rencontrer Nikola Tesla. Comment ça va Sophie? Bon, ça va, alors Nikola Tesla, mais est-ce que t'es sûr que les oiseaux et Nikola Tesla, ça va bien ensemble, hein? Parce que j'ai comme un doute. Bah, c'est ce qu'on va voir ensemble, Et oui, je vais parler de Nikola Tesla et de pigeons, voilà, dans cet épisode. Peut-être que tu connais l'histoire de l'inventeur ça me célèbre. dit quelque chose. Et toi, Sophie, de quoi parles-tu pour notre 99e épisode? Et oui, la semaine prochaine, ce sera la 100e. Tu vois, on s'est pas consulté, mais moi aussi je vais aux US parce que on va parler du merle d'Amérique. Ah, ok. Voilà, donc il y a eu un petit article qui a été publié récemment et après tout, ça va être une surprise, on verra bien. Hein. Je te poserai une petite question pour commencer si tu veux bien, et puis voilà. Avec grand plaisir. Mais avant tout ça, on commence par la rétro habituelle. Qu'est-ce que tu as découvert, Sophie, lors de cette dernière semaine? Une petite arrivée spectaculaire, il semblerait, de 24 oies naines suédoises qui sont arrivées en Grande-Bretagne en janvier, début janvier de cette année. Et alors c'est une arrivée spectaculaire parce que normalement, comme leur nom l'indique, ces oies naines suédoises, elles sont pas en Grande-Bretagne. Et on pense qu'en fait leur arrivée est due à cause de conditions climatiques qui ont changé, en l'occurrence de gros brouillards en mer du Nord qui les ont peut-être fait dériver là où elles n'étaient pas censées aller. Voilà. D'accord. Moi je parle d'une étude avec quelqu'un que j'apprécie particulièrement dans le domaine de la science. C'est Benjamin Van Doren, donc qui est la personne qui nous a gratifié de cette fabuleuse étude sur la fauvette à tête noire qui décide de migrer vers le nord en hiver, en Angleterre. C'était en 2021. Il a d'ailleurs obtenu plusieurs prix pour cette étude. Bravo à lui. Ah oui. Et Benjamin Van Doren est de retour avec ses collègues pour une nouvelle étude qui parle de l'association des oiseaux migrateurs lors de voyages de nuit. On savait que les oiseaux migrateurs pouvaient voyager notamment de jour, mais on s'en doutait un petit peu de nuit, mais on a réussi à démontrer cela. 18 000 heures d'enregistrement de migration nocturne qui ont été réalisées en Amérique du Nord, avec environ une trentaine d'espèces d'oiseaux qui ont été identifiées. Et généralement, ces espèces d'oiseaux voyagent avec d'autres espèces, 2 à 3 espèces, qui sont visiblement assez similaires de taille. Tiens donc, c'est intéressant ça. Ou que leur chant soit proche. Ah, le chant aussi. Aussi le chant, absolument. D'accord. Oh, c'est intéressant, effectivement. Moi, de mon côté, j'avais... je sais pas si tu t'en souviens, on avait parlé du coup dans un précédent épisode d'un oiseau qui s'appelle le combattant varié. Oui, on avait parlé effectivement des différents types de mâles. Voilà, donc c'était toi qui en avais parlé et qui avait parlé du fait qu'on pouvait avoir plusieurs, en l'occurrence 3 types de mâles différents sur ce combattant varié, mais qu'on savait pas trop comment, pourquoi, on savait juste qu'il y avait des phénotypes différents, mais on savait pas trop d'où ça venait. En l'occurrence, il y a une publication qui est sortie là juste tout dernièrement, qui en fait nous explique à quoi sont dus ces différents types de mâles, et en l'occurrence c'est des différences génétiques avec des recombinaisons de certains gènes sur certains chromosomes. C'est très intéressant. L'article n'est malheureusement pas en libre accès, mais on vous donnera quand même la référence si vous voulez aller voir au moins l'abstract, parce que c'était très 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 intéressant. Par contre attention, c'est un peu touffu au niveau génétique. On poursuit avec cette fois-ci un petit article très rapide de l'US Fish and Wildlife Service, profitons-en pendant qu'il existe, qui parlait de collisions d'oiseaux avec des fenêtres et qui parlait surtout de célébrer des programmes qui ont été réalisés pour éviter justement ces collisions avec les oiseaux. Alors c'est un petit article qui est en date du 3 janvier dernier et qui place sur plusieurs, on va dire, zones géographiques, quelques bâtiments assez importants, quelques
initiatives qui ont été réalisées pour éviter justement que les oiseaux ne se cognent contre les fenêtres. Donc on a à Chicago, on a à Pittsburgh également, le centre médical de Pittsburgh, on a également une réserve naturelle située en Arizona, et puis il y a 2 bateaux, l'Octantis et le Polaris, qui sont des bateaux d'exploration qui eux aussi ont ces petites particularités, et grosso modo apparemment le bateau switcherait d'un mode on va dire classique à un bird mode, c'est vraiment comme ça qu'ils le définissent dans la dans la publication, et apparemment l'oiseau réduirait justement l'intensité de ces lumières, il y aurait les fenêtres qui se fermeraient pour éviter justement que les oiseaux ne rentrent en collision avec le bateau. Voilà. Donc c'était assez intéressant de tomber sur ce petit article qui parlait justement, on va dire, de la suite de recherches qui ont été mises en place apparemment à partir de février 2024. Et donc voilà, je trouvais que cette petite publication était assez intéressante. Moi, une petite... Alors, c'est pas une publication exactement, c'est des observations qui ont été faites récemment sur des oiseaux qui vivent dans des climats très très froids et les conséquences du réchauffement climatique sur ces oiseaux-là, évidemment. Et en fait, on se rend compte que même si jusqu'à 2010, on faisait déjà des études sur le taux de survie de ces animaux-là, à partir de 2010, en fait, les problèmes se sont accélérés et on a une diminution notamment des populations de certains oiseaux, et on se rend compte qu'en fait, il y a un ratio mâle-femelle qui diminue grandement en faveur des mâles plus, donc il y a de moins en moins de femelles. Et tout ça parce que non seulement le stress de la reproduction, évidemment, ça limite la durée de vie des femelles, mais en plus, à cause du réchauffement climatique, elles trouvent encore moins pour se nourrir elles-mêmes et pour nourrir leur progéniture, ce qui fait qu'évidemment, elles vivent beaucoup moins longtemps que les mâles. Donc ce ratio diminuant de plus en plus, on va avoir de plus en plus de problèmes à former des couples avec ces oiseaux-là, et donc à avoir des descendances. Et donc la survie de ces espèces-là est grandement en danger, hélas. Hélas. Est-ce que tu as une dernière information ? Moi, en tout cas, j'ai terminé de mon côté. Alors moi, c'est tout de mon côté. De la passion. Eh bah, parfait. Est-ce que tu veux qu'on s'envole à New York pour que je te parle de Nikola Tesla ? Mais vas-y. Alors, allons parler de Nikola Tesla. C'est vrai, Nikola Tesla, on n'est pas vraiment associé à l'ornithologie lorsque l'on parle du personnage. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui c'est ? Eh bien, c'est grosso modo un inventeur. On peut même parler presque d'électricien. Même, c'est un électricien serbe. Il est né en 1856, décédé en 1943, et c'est notamment grâce à lui, eh bien, que l'on a aujourd'hui dans nos foyers le courant alternatif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une querelle entre Nikola Tesla et quelqu'un d'autre de très connu qui s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison était, on va dire, particulièrement garant du courant continu, alors que Nikola Tesla, lui, était particulièrement pour justement ce courant alternatif. Le problème étant que Edison était un très très grand monsieur des États-Unis à la fin du 19e siècle. C'était un entrepreneur qui avait particulièrement réussi. Nikola Tesla, malheureusement, n'a pas eu le succès qu'il méritait à ce moment-là, notamment parce qu'Edison a mis en scène justement le courant alternatif en diffusant déjà à l'époque des fake news pour discréditer son adversaire. Donc grosso modo, il y avait cette idée d'utiliser par exemple des chiens que l'on branchait sur courant alternatif et on se rendait compte que les chiens mouraient. Il faut savoir que c'est le courant alternatif qui a donné la première mort justement par électrocution aux États-Unis. On est aux alentours de 1890 parce qu'on cherchait à rendre la peine de mort entre guillemets plus rapide et moins douloureuse pour les prévenus. Eh bien, il s'est avéré que cette première tentative s'est très très mal passée et ça a encore plus jeté le discrédit sur le courant alternatif, quand bien même Nikola Tesla, aux alentours des années 1920 je crois, va réussir à produire de l'électricité, suffisamment d'électricité pour la seule ville de New York, alimentée alors en courant alternatif. Donc c'est un monsieur qui,
on pourrait le dire, on n'a pas spécialement de rapport à l'ornithologie. Mais Sophie, tu sais bien que si on en parle dans le courrier de la Sterne, c'est bien évidemment parce que ce n'est absolument pas le cas. Il y a effectivement un rapport avec l'ornithologie. Alors, grosso modo, c'est une histoire que l'on retrouve donc dans la biographie écrite par John O'Neill. C'est une biographie assez difficile à trouver sur le net, qui raconte justement la vie de Tesla. On est aux alentours des années 38-39, 1900 bien sûr. Tesla, lui, va mourir quelques années après, aux alentours de 1942-1943. Et Tesla raconte donc dans cette biographie qu'il s'était pris de passion pour le pigeon. Voilà. Tesla, dans les années 20, c'est pas du tout un type, comme je l'ai dit, à la grande gloire. C'est quelqu'un de plutôt oublié de l'histoire. Il n'est pas spécialement très riche. Il va même s'endetter. On va voir pourquoi d'ici quelques instants. C'était quelqu'un qui habitait à New York et c'était quelqu'un, qui nourrissait les pigeons de la 5e avenue. Il était également présent sur la 42e rue à la cathédrale Saint-Patrick. Il était également présent à la 50e. Mais voilà, il était dans un certain anonymat à nourrir les différents pigeons. Il les nourrissait le jour, il les nourrissait également la nuit. Voilà, parce que la nuit, la nuit, la 5e était beaucoup plus calme, et donc du coup, les gens en profitaient justement pour nourrir les oiseaux. Alors. Évidemment, ses amis comprennent pas spécialement trop cette passion. Les journaux de l'époque s'en moquent aussi. Il y a le Herald Tribune qui lui dédie un éditorial en disant que il nourrit des oiseaux stupides dans Herald Square. Enfin voilà, c'est quand même assez terrible pour notre cher ami Nikola Tesla. Mais c'est un homme fasciné par les pigeons, à tel point où il se rend chaque jour, chaque semaine. Il demande à sa secrétaire d'aller acheter des graines de colza, il y a du chanvre, des graines qui étaient mélangées, et chaque jour il emportait justement un petit papier rempli de graines, et lorsqu'il n'avait pas la possibilité de se rendre justement là-bas, il demandait à la secrétaire ou à la personne qui était présente dans son hôtel, parce que lui habitait dans un hôtel, de pouvoir nourrir les oiseaux. Parce qu'il ne faisait pas que les nourrir dans les parcs, il les nourrissait également chez lui. Et oui, parce que Nikola Tesla, il ouvrait en fait les fenêtres de chez lui pour laisser justement les pigeons rentrer. Il mettait évidemment des graines pour les oiseaux étaient bien acclimatés, ils avaient un petit endroit douillet pour pouvoir se poser, et il s'avère justement que Tesla, en 1921, tombe malade. Tesla donc demande tous les jours à sa secrétaire d'aller nourrir les pigeons. Il envoie plusieurs messages pour être sûr que cela soit fait, parce que justement celui-ci ne peut plus se rendre au chevet de ces oiseaux, étant tombé gravement malade. D'ailleurs, entre les années, on va dire 25 et années 40, la santé de Tesla est plutôt dégradée. Et puis il y a un oiseau très particulier, une femelle blanche avec des touches de gris clair dans ses ailes, qui est un oiseau fascinant pour Nikola Tesla, et il dit de cette femelle qu'il l'aimait. Oui, j'ai aimé ce pigeon, je le cite, je l'ai aimé comme un homme aime une femme, et elle m'a aimé. C'était un oiseau qui était rentré dans sa vie de manière, on va dire, presque anecdotique, mais il avait senti ce jour-là que cet oiseau, cette femelle donc, lui parlait. Comme si finalement cet oiseau lui parlait, oui, dans le sens où il avait compris que cet oiseau demandait de l'aide et qu'elle allait bientôt mourir. Et donc du coup, il a pris soin de cet oiseau. Peu importe où je me trouvais, ce pigeon me trouvait lorsqu'il l'appelait justement. Quand je la voulais, je n'avais qu'à l'appeler, elle venait vers moi en volant. J'aimais ce pigeon, comme il le répète
plusieurs fois dans la biographie. Et à tel point que lorsque celui-ci décède, peut-être aux alentours de 22-23, donc c'est assez bref, il souhaite l'enterrer correctement. Il fait appel donc à un ami qui s'appelle Julius Xito, qui est un machiniste avec qui il avait l'habitude de discuter. Et il demande justement à Julius de venir recueillir le pigeon avec la boîte. Julius s'exécute, et puis quand il arrive, il prend justement le paquet, puisque Tesla avait enfermé l'oiseau dans un paquet, et il lui a dit voilà, c'est un pigeon qui est décédé. Et Julius se dit mais qu'est-ce que je vais faire de cet oiseau, quoi. Et lui il pense à jeter l'oiseau dans la première poubelle venue. Et finalement Tesla le rappelle, lui demande de ramener le paquet, et on ne sait pas ce que cet oiseau est devenu. Ah bon? Donc non, on ne sait pas ce qu'a fait Nikola Tesla. Il ne le raconte pas dans sa biographie. On ne sait pas du tout ce qu'il est advenu de cet oiseau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été particulièrement frappé par sa disparition. Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit dans l'obscurité, elle est entrée par la fenêtre ouverte. Je vous expliquais que Tesla laissait les fenêtres ouvertes même la nuit, et elle s'est posée sur mon bureau. Je savais qu'elle voulait me dire quelque chose d'important. J'ai compris qu'elle voulait me dire qu'elle était en train de mourir. Et puis, alors que je recevais son message, une lumière est sortie de ses yeux, de puissants rayons de lumière. C'est presque mystique, d'une certaine manière, cette discussion autour de Tesla et autour de ces oiseaux. Et la vie finalement sera plus jamais comme avant pour Nikola Tesla après la disparition de cet oiseau. Il va continuer à nourrir les pigeons. Il dit qu'il en a nourri des milliers dans sa vie, mais il y a un après la disparition de cette femelle qu'il raconte, et c'est on va dire la conclusion presque de la biographie de Nikola Tesla. Et c'est ainsi que l'aventure de Nikola Tesla s'arrête, parce que Nikola Tesla, il est extrêmement endetté à l'époque. Et il est extrêmement endetté, pourquoi ? Parce que tout simplement, il loue d'énormes chambres, et aussi fait acheter beaucoup de graines pour les oiseaux. Et c'est comme ça qu'il va s'endetter, qu'il va se faire virer de plusieurs hôtels pour arriver dans d'autres hôtels. C'est quelqu'un qui va mourir dans la misère la plus terrible, alors qu'aujourd'hui il est connu comme l'inventeur de génie. Qu'il a été. Voilà. C'est terrible comme histoire, ça, quand même. Oui, c'est terrible comme histoire. Et tout ça vient en fait d'un jeu que je suis en train de faire, qui s'appelle The Dark Side Detective Fumble in the Dark, qui justement parle un petit peu de cette histoire de Nikola Tesla, alors beaucoup plus humoristique, parce que dans le jeu, Nikola Tesla veut tuer le pigeon. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis posé la question de savoir s'il y avait un lien justement entre Nikola Tesla et le pigeon, et effectivement, lien existait entre Nikola Tesla et ces pigeons. Voilà pour cette petite histoire. Eh ben, on en apprend tous les jours, hein, tu vois, je savais pas du tout que lui, il avait un rapport avec les pigeons aussi soutenu. Mais je sais pas, du coup, c'est une passion qui lui a pris assez tardivement au final. On ne sait pas, il y a assez peu d'informations qui tournent autour de ça. Beaucoup de gens se moquent de la relation amoureuse, puisque même Nikola Tesla le dit, entre ce pigeon et lui, mais on n'a pas spécialement beaucoup plus d'informations que ça, mis à part celles que l'on a dans la biographie. J'ai trouvé quelques informations supplémentaires, mais que j'ai pas pu recouper, donc je ne les ai pas intégrées. Par exemple, il est dit que Tesla, aux alentours de 1933, aurait sauvé un autre oiseau, d'une mort certaine. Mais bon, c'est pas spécialement stipulé dans le travail que lui-même a cité à l'auteur de sa biographie. Donc, du coup, je me suis pas plus attardé là-dessus. Mais oui, effectivement, c'est une passion
sans doute qui lui a pris depuis pas mal de temps, puisque c'est quelqu'un qui arrive aux États-Unis, je crois, aux alentours de 1886-87. Donc voilà, il a eu le temps de découvrir la ville de New York et ses pigeons, je pense, par la même occasion, bien avant ces années 20. Puisque John O'Neill choisit uniquement d'évoquer les pigeons avec Nikola Tesla, vraiment à la toute fin de sa biographie, que je vous invite à lire si jamais vous voulez en savoir plus. Elle s'appelle Prodigal Genius, The Life of Nikola Tesla. Eh ben. Comme quoi on apprend plein de trucs avec les jeux vidéo. Bah oui, mais c'est ça qui est incroyable. Ça, c'est d'ailleurs, il y a plein de jeux vidéo intéressants sur ce. Ah mais oui, mais c'est un genre de choses. Hein. Exactement. Et même si c'est pris pour le ressort comique, même première mention de Lara Sari, voilà, qui est un espèce de toucan miniature, hein, pour simplifier, dans ce même jeu, voilà. Justement, on fait une blague avec Lara Sari et le toucan avec le too confusing. Voilà, c'est l'humour américain / anglais, donc. Je vois. Voilà, c'est pour ça qu'il l'appelle Arasari et c'est très très drôle. Jouer à The Dark Side Detective, c'est vraiment très très bien. Si vous aimez un petit peu les jeux d'aventure, en pixels. Ah oui, mais c'est toujours joli le pixel art. Moi, je trouve ça superbe souvent. Quand c'est très bien fait, évidemment. Ouais. Mais tu prononces Arasari, parce que moi, j'avoue, je prononce Arakari, mais peut-être c'est pas la même mais je crois qu'il y a un CCD en français. Il y a un CCD en français. Oui, il y a un CCD à ça. D'accord. Je revérifie, j'ai un doute. Non, parce que du coup, je connais la version bien l'oiseau, anglaise. Ça me paraît bizarre. Oui, il y a bien un CCD. Il y a bien un CCD. Ouais. Mais c'est vrai qu'en anglais, il n'y a pas de CCD, effectivement. En anglais, non, du coup, tu. Ouais. Absolument. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on va rajouter la CCD. Mais... Ça fait plus joli, c'est le petit truc à la française. Ça fait plus français, c'est ça. C'est plus français. Voilà. Sophie, on reste aux États-Unis. Avec un quiz, du coup, faut que je réponde bien, c'est ça? De là dépend ma participation à la centième, c'est ça? Mais tellement... Non, pas du tout. C'est très très simple, mais ça marche aussi pour nos spectateurs s'ils les écoutent et s'ils ont envie de participer un petit peu. À votre avis, alors on va parler du merle d'Amérique tout de suite, mais bon, vous imaginez le merle d'Amérique, les couleurs sont un peu différentes du merle qu'on a en Europe évidemment, mais en gros sur un oiseau de taille similaire et d'écologie similaire. Donc, à votre avis, cet animal, qu'est-ce qu'il va prendre pour construire son nid? Il y a tellement de trucs qui pourraient me venir en tête. Ah mais vas-y, fais-toi plaisir, n'hésite pas. Ce serait des trucs complètement stupides. On sait jamais. Bah j'ai plein d'exemples de choses stupides, genre les rouges-queues par exemple qui nichent dans des chaussures. Oui mais là je te parle d'un matériau de construction. Vraiment le matériau de construction. Ah ouais. Le béton armé. C'est un petit peu compliqué à transporter ça quand même. Mais moi c'est les oiseaux, moi faut qu'ils m'impressionnent. On a des oiseaux qui fabriquent leur propre béton en quelque sorte. Hein. Si tu regardes les hirondelles, ils fabriquent leur propre truc. C'est pas du béton armé, mais bon. Est-ce que je peux avoir un indice? C'est un bout d'animal. Ah. Alors, on a des poils de chien, mais ça, c'est un peu trop connu. Ouais, c'est courant, ça. Ouais. Des écailles d'alligator. Alors, on n'est pas... Non. on pourrait, hein, mais non, pas à ce point-là. Ça dit, tu es pas très très loin. Je suis pas très très loin. Des mues de serpent. Exactement. Ah, incroyable. Exactement. Et sais-tu pourquoi ils utilisent ça? Ah mais il y a des questions ce soir. Parce que tu sais pas, peut-être parce que ça fait un bon antibactérien, un bon antiseptique.
Ah bah écoute, t'es pas très loin non plus, c'est les questions que se sont posées les scientifiques d'une dernière étude qui a été publiée il y a pas longtemps par l'université de Chicago. Et du coup, tous ces scientifiques se sont dit, bah, c'est quand même curieux. On a à peu près 22 familles d'oiseaux, ça fait à peu près 78 espèces en gros, qui utilisent des mues de serpents dans leur nid. Donc notamment le merle d'Amérique, qui est le plus connu et le plus habitué du fait. Et ils se sont dit, mais pourquoi? Quel intérêt, quoi? Parce que bon, la brindille, l'herbe, les poils de chien, comme t'as dit, bon, tout ça, on connaît, mais alors, la mue de serpent? Sérieusement? Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés prendre des nids de merle d'Amérique. Alors, si vous le savez, peut-être pas, le merle d'Amérique, ça peut nicher dans plusieurs types d'endroits différents, donc il va évidemment faire le petit nid en coupe que vous connaissez bien, qu'on voit souvent aussi par chez nous, chez le merle d'Europe, mais il va aussi nicher de temps en temps dans des cavités, et aussi, par extension, dans des nichoirs qui sont faits donc de la main de l'homme, qui vont lui rappeler ces cavités. Condition évidemment que le trou qu'on fait sur le nichoir soit de la bonne taille, parce qu'on ne le rappellera jamais assez. Si vous voulez attirer des oiseaux chez vous, et une espèce en particulier, faites bien attention au nichoir que vous mettez, et notamment à la taille de l'entrée que vous prévoyez, parce que ça va peut-être pas attirer la même espèce. Ne sinon. vous faites pas avoir sur le nichoir à mésange charbonnière et le nichoir à mésange bleu, ce n'est pas la même taille de trou. Exactement, c'est un peu plus avoir, gros pour la mésange charbonnière. Et du coup, pour ce merle d'Amérique, donc il y a plein de possibilités. Et tous ces nids-là, que ce soit des nids en coupe ou des nids dans des crevasses, dans des cavités ou bien dans des nichoirs, les merles d'Amérique y rajoutent régulièrement, pas tout le temps non plus, mais régulièrement, ils rajoutent des mues de serpents. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés à la recherche de nids de merle d'Amérique, alors pas en saison de reproduction, parce que sinon tu risques un peu d'embêter les oiseaux, voilà. Et ils ont rajouté artificiellement dans ces nids-là des mues de serpents. Alors ils ont fait évidemment essayer de prendre 50-50 avec des nids dans des cavités et des nids qui n'étaient pas dans des cavités, pour voir s'il y a des différences à ce niveau-là, ou dans des nichoirs. Ils ont rajouté différentes composantes aussi, savoir si le nid était plus ou moins en hauteur, dans un arbre, pas dans un arbre, enfin bref, il y a plusieurs paramètres qui ont été testés. Et ils ont testé 4 possibilités, 4 hypothèses qu'ils avaient sur la présence d'une mue de serpent. La première hypothèse, c'était que ça pouvait éviter, comme tu l'as dit, certains parasites. Peut-être que c'était antiparasitaire, on ne sait pas. La deuxième hypothèse, c'est que ça pouvait être antimicrobien aussi, peut-être. Ça pouvait prévenir certains microbes de se balader dans le nid. La troisième hypothèse, c'était que on faisait en fait un signalement à d'autres oiseaux de la même espèce ou d'une espèce différente. Peut-être que ça avait un impact sur la santé du couple ou des petits, on ne sait pas. Et la dernière hypothèse, c'était contre la prédation dans le nid. Voilà. Et donc ils ont quand même testé les 4 hypothèses, et les résultats ne sont pas fait attendre. En l'occurrence, il y a une hypothèse qui est vraie, c'est celle de la prédation. Alors effectivement, je m'en vais, au revoir. Non, mais tu peux pas savoir. T'as pas lu l'étude, tu peux pas t'en vouloir. Je m'en doutais en plus quand tu évoquais les différents comment dire, scénarios. Exactement. Bon, comme on a dit, il y a plusieurs hypothèses dans l'étude et c'est normal, tu peux pas juste... Alors tu peux tester une seule hypothèse, mais là en l'occurrence, ils savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient, donc le but c'était de ratisser large quand même. Et en l'occurrence, la prédation du nid, finalement, ça marche pas à tous les coups. Parce que en fonction de si vous êtes dans un nid en coupe ou si vous êtes dans un nid en cavité, mettre une mue de serpent sur le nid, ça va plus ou moins bien marcher. Donc en l'occurrence, si vous êtes sur un nid en coupe, la mue de serpent va pas faire grand chose. Elle va pas vraiment empêcher les prédateurs d'arriver parce qu'en fait ils peuvent se poser autre part, et je pense qu'il y a une histoire de vision aussi, ils voient bien ce que c'est. Notamment les prédateurs du merle, ça va être notamment d'autres oiseaux par exemple, ça va être ce genre de choses, qui ont déjà une vue excellente, donc à mon avis si tu vois que c'est une mue de serpent, tu sais que c'est pas l'animal en lui-même, donc c'est pas bien grave, c'est comme les merles d'Amérique qui effectivement sont capables de repérer la mue de serpent, ils savent que c'est une mue. Ils vont pas prendre le vrai serpent vivant, parce que ça aussi ils savent le repérer certainement. Donc ils prennent juste la mue,
Mais du coup, la mettre dans le nid en coupe, où là, finalement, la mue est bien visible depuis le ciel, voire depuis les branches, si on a d'autres, des petits mammifères qui viennent, bah, c'est pas très intéressant, et donc ça fait pas grand-chose pour empêcher la prédation. Et dans ces nids-là, eh ben, les prédateurs allaient autant de fois que normal, même en l'absence de mue de serpent dans le nid, pour aller vérifier s'il n'y avait pas des œufs, s'il n'y avait pas des trucs, donc ils se baladaient dans le nid sans aucun problème. Par contre, si vous nichez dans une cavité et que vous mettez la mue de serpent devant, à l'entrée de la cavité, où là peut-être on la voit un petit peu moins bien, on sait pas si c'est un vrai serpent ou juste une mue, et ben là par contre c'est très efficace. Et là effectivement on a une diminution drastique du nombre de prédateurs qui viennent visiter le nid, c'est comme s'ils l'évitaient complètement. Les seuls qui vont rentrer dans ce nid à ce niveau-là, ça va être en fait des petits mammifères qui vont pas forcément y voir très très bien, et qui vont peut-être pas se rendre compte qu'il y a une mue de serpent à l'entrée, mais sinon les autres ils ne rentrent pas, c'est fini. D'accord. Et voilà, donc c'est amusant quand même de voir à quel point un comportement peut être utile dans un certain cas, mais dans un autre cas finalement n'a aucun effet, absolument aucun. Vraiment absolument aucun Absolument aucun. Ok. Au niveau statistique, il y avait aucune différence. Ok. Wow. Voilà. Surpris Il de y a eu une grosse, il y a un gros changement entre la cavité et le nid ouvert, c'est marrant, hein. Ok. Donc en fait, c'est un comportement qui va être bénéfique dans certaines conditions écologiques et pas dans d'autres. Donc c'est une condition d'ailleurs. Et après, ils sont allés observer directement dans la nature quels étaient les merles qui avaient ce comportement, s'il y en avait plus dans des cavités que des merles qui nichaient dans des nids ouverts, qui allaient chercher effectivement des mues de serpent pour les mettre dans le nid. Et il se trouve que oui, les merles qui nichent dans les cavités vont plus régulièrement aller chercher des mues de serpent que ceux qui ne nichent pas en cavité, parce que certainement qu'il y a un intérêt, il y a un impact dans ce cas-là qu'il n'y a pas dans l'autre. Donc c'est logique, ça a du sens. Okay. Il y a une adaptation. Pourquoi certains oiseaux s'obstinent toujours à mettre des mues de serpent dans des branchages? Ah bah c'est la grande question. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On suppose que peut-être, tu sais, le nid n'est pas forcément réutilisé d'une année sur l'autre, et si ça se trouve, ces oiseaux-là ont niché dans une cavité l'année précédente, et du coup avaient ce comportement, ou alors c'est l'habitude, ils ont niché dans des cavités précédemment, ou alors c'est peut-être des oiseaux qui ont été élevés dans une cavité, mais qui ensuite sont plus partis sur un nid en coupe, parce que ils s'étaient mis en couple avec un autre qui lui nichait plus dans un nid en coupe, je ne sais pas. Donc il y a plein d'hypothèses possibles, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, les oiseaux qui généralement sont dans les cavités ont plus souvent ce comportement que ceux qui n'y sont pas. Bon bah voilà, hein, c'est comme ça. Après, savoir pourquoi, pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà, c'est comme ça, on n'en sait pas plus, comme on ne sait pas pourquoi Nikola Tesla est tombé amoureux d'un pigeon, nous ne savons pas. Une dernière anecdote sur Tesla, tiens, que j'ai pas pu vérifier du coup, mais je la raconte parce qu'elle est drôle. Il aurait été arrêté pour avoir tenté de faire quoi un pigeon voyageur. Alors, il parle d'un pigeon voyageur, mais je pense qu'il parle en réalité d'un pigeon biset classique. Ouais, mais arrêté pour faire quoi un pigeon biset, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Je sais pas, il a essayé de le ramener à son hôtel sans que personne le voie, alors que il n'y avait pas le droit d'amener les animaux. Je sais pas. Non. Vu comment les comment dire, les hôtels étaient les chambres de Tesla étaient remplies de pigeons. C'est peut-être pour ça qu'il s'est fait virer des hôtels. Mais c'est pour ça, totalement. Le fait qu'il paye pas effectivement tout ça, et le fait que les salles étaient comment dire, sales. Non, il aurait tenté d'attraper au lasso un pigeon. C'est vrai ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu. On va dire non parce que je ne peux pas vérifier l'information. Mais voilà. Comment rien que l'idée, comment t'attrapes un truc? Enfin, encore un truc qui marche, je dis pas, mais un truc qui vole au lasso. J'en sais rien. Je sais pas. Et apparemment, il a dû convaincre les personnes qui l'ont arrêté qu'il était bien Nikola Tesla. Oui, oui. Oh mon Dieu. Bref, le monde animal est rempli de surprises, mais le monde humain également. Et c'est sur cette dernière anecdote, vraie ou fausse, sans doute fausse, qu'on va se quitter. Merci beaucoup Sophie de m'avoir accompagnée. Où est-ce qu'on te retrouve ?
Oh, bah les réseaux sociaux habituels, hein, Twitter ou X, @leplume, et Instagram, @leplume aussi. Et puis sur la chaîne YouTube Entracte Science quand je publie une vidéo. Voilà. Et vous retrouvez bien sûr le podcast Le Courrier de la Sterne sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Podcast Addict, sur Apple Podcasts, vous en avez l'habitude. Vous nous retrouvez également sur YouTube, et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à vous servir de la section commentaires de YouTube pour les poser, on sera ravis d'y répondre. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 100e du Courrier de la Sterne. Oui, incroyable, la 100e. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous et salut à toutes. À plus.